il s'agit de présenter une des dernières publications des éditions du Croquant, dont les auteurs sont Patrick Farbias, que vous voyez à l'écran, et Sanadja Akrouf, qu'on espère pouvoir voir bientôt à l'écran. Alors ce livre, je vous le montre rapidement. Il s'agit Algérie, la seconde révolution. C'est la photo que vous avez ici, elle est pas mal parce que une des dames qui est au centre de la photo, c'est Djamila Bouhired, qui est une des... Et Sanadja est là. Sanadja est sur la photo. Sanadja est sur la photo aussi, ça je ne sais pas. Oui, enfin Elle est derrière, c'est elle, et elle est derrière la Djamila, voilà. Voilà, qui est une des poseuses de bombes, comme on disait à l'époque. Bon, ce n'est pas la première fois. Là, voilà. Elle s'est connectée, mais par l'audio. Donc voilà. Non, elle se connecte à l'audio, donc il faut aussi qu'elle se connecte à la vidéo. Donc on va l'entendre, elle s'est connectée à l'audio. Bonjour Sanadja, connectez-vous aussi à la vidéo. Ouais, c'est bon. Oui, mais on ne voit pas. Donc, voilà, ça vient. Ah, si. Bon, merci. Très bien, soyez la bienvenue. Merci, Henri. Ciao. Oui, on ne te voit pas encore. On voit un fond. Là, on voit un. Voilà, là, on te voit. Là, on te voit. Voilà. Allez, c'est bon. Bien, soyez tous la bienvenue. Alors, j'étais en train de montrer votre photo, mais je ne savais pas que c'était la vôtre sur le livre. Et je disais que on va quand même que ce n'est pas notre premier essai sur l'Irak. On a publié il y a une petite année, je crois, un livre d'un journaliste algérien, enfin vivant en Algérie, qui s'appelle Hossein Bellaloufi. C'est un ancien d'Alger républicain d'ailleurs. Le peuple insurgé entre réforme et révolution. Non, entre réforme, oui. Et puis, on a publié aussi quelque chose d'un peu plus académique, plus universitaire, hein, Algérie dessinée 2010-2020, sous la direction d'Aïssa Kadri, hein, qui est un ancien professeur de Paris 8, je crois, bien connu. Bon, alors, ce livre, donc, les éditions du Croquant sont donc tout à fait heureux d'accueillir ce livre de Sanadja et de Patrick. Alors, moi, je ne vais pas en dire plus. Hein, il est assez original dans sa conception, donc je leur propose de nous dire d'abord pourquoi ils ont choisi ce mode d'approche. Enfin, pourquoi ils ont écrit un livre sur l'Irak à deux. C'est quand même un couple original, puisque Patrick Farbias est bien connu des militants français, hein, pour son action contre le colonialisme surtout. Il est aussi engagé dans des organisations politiques. Et Sanadja, elle, a vécu en Algérie jusqu'à la décennie noire, en quelque sorte, si j'ai bien compris. Ouais, et puis, depuis, partage son temps entre la France et l'Algérie, ce qui lui permet d'ailleurs de participer aux manifestations du Irak. Alors, donc, alors, c'est peut-être vous qui allez commencer, Sanadja, là. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre et pourquoi l'avoir écrit en partenariat, en quelque sorte, avec quelqu'un qui a beaucoup milité pour l'indépendance de l'Algérie, il y a donc un certain temps déjà, et puis, au moins, oui, il était encore jeune là quand même. Là, tu me vieillis un peu. Oui, je vieillis un peu, mais enfin, qui dans tous les combats, je le disais tout à l'heure, quand il s'agissait
de changer l'image souvent transportée par la droite et l'extrême droite en France à propos des Algériens en général et des Algériens d'Algérie en particulier. Il a toujours répondu présent. Donc, qu'est-ce qui vous a conduite donc à écrire ce livre qui, je le signale tout de suite, et ça me permet d'ailleurs de les remercier, a déjà été publié en Algérie par un éditeur. Alors, Areski Ait Larbi, c'est une petite maison d'édition qui s'appelle Coucou, qui est en Kabylie, je crois. Donc, ils sont remerciés dans le livre, mais je tiens à les remercier aussi pour leur aimable autorisation à le publier en France, en principe pour le public français, encore que l'édition algérienne soit disponible sur Amazon, par exemple, mais elle n'est pas disponible dans les librairies françaises. Et j'en profite aussi pour remercier donc Areski Kahar, le photographe, qui est l'auteur de cette photographie qui nous a servi à illustrer la couverture. Voilà, donc à vous, Sanadja. Oui, merci pour avoir édité le livre, pour l'invitation. En fait, l'idée, elle est de Patrick. Hein, il a déjà fait sur les Gilets jaunes, sur les Nuits debout, et il va en parler plus sur le lien avec l'Algérie. Effectivement, le début du Harak, c'était un peu comme par sa composante dans le rejet, dans le refus de s'organiser, de recevoir des directives d'en haut, etc. Ça ressemblait en effet au mouvement des Gilets jaunes et des Nuits debout. Il me semble que c'est peut-être ça qui a fait tilt chez Patrick. Et évidemment, pour écrire sur l'Algérie, autant peut-être sur les deux autres mouvements, il est impliqué, autant sur l'Algérie, on peut s'intéresser à l'Algérie de près, mais si on n'est pas déjà, quand on est de là-bas, c'est compliqué. Donc, je pense que pendant 7 heures, on va peut-être essayer de clarifier un peu ce qui se passe ou donner quelques pistes, mais en tout cas, même quand on est de là-bas, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, il était évident que ce livre doit être écrit par quelqu'un qui est en Algérie, mais pas forcément qui est en Algérie ou qui est algérien, mais en tout cas qui est en lien direct avec le Harak, ce qui était mon cas. Donc moi, très vite, je suis une des animatrices du Harak à Paris, et pendant de 2 mars 2019 jusqu'à mars 2020, j'allais une fois par mois pour les réunions de la société civile, voilà, donc je faisais partie un peu une partie importante du Harak en Algérie. Le choix d'y aller, c'est la complexité de l'histoire algérienne avec l'immigration, ce qu'ils appellent aujourd'hui la diaspora, c'est tout un débat, est assez complexe. Et c'était pas évident pendant longtemps, les militants algériens ou en général les Algériens de façon globale, c'est pas évident de se faire accepter quand on est dans l'immigration, ce qui n'est pas la situation des Marocains et des Tunisiens. En 2 mots, en tout cas, la situation des années 90 faisait qu'il y a un ressenti chez les Algériens de là-bas, de ceux qui sont partis, d'avoir lâché. Voilà. Donc, je pense que ce ressenti, on l'a payé pendant des années, plus la culture, l'éducation, y compris militante de gauche, très fermée sur tout ce qui est de l'extérieur. On a un peu de mal avec. On le vit au jour d'aujourd'hui. Pour avoir les soutiens des camarades ou des amis français en France, ici, c'est pas toujours facile parce qu'il y a cette histoire de la main de l'étranger qui est très utilisée par le pouvoir algérien, et donc tout le monde fait attention. Donc toutes ces choses ont fait que pour moi c'était important d'aller, et après pas seulement moi, il y a beaucoup d'Algériens qui à Lyon tous les mois, pour certains ils allaient quasiment toutes les semaines.
pour nous, c'était une façon aussi de dire on fait partie du Hirak. On n'est pas qu'un soutien au Hirak, mais on fait partie du Hirak. Merci. Alors, j'en profite pour vous dire que, enfin, pour vous répéter que vous pouvez intervenir. Je ne parle pas des animateurs, mais des personnes qui assistent en posant des questions au bas de l'image. Là, si vous passez le curseur dessus, là, vous voyez apparaître des questions-réponses et aussi converser. Enfin, questions-réponses, ça marche puisque ça a été testé tout à l'heure. Donc, moi je lis ces questions-réponses et je les transmets à mes deux collègues et c'est comme ça que ça marche. Malheureusement, c'est pas très souple, mais il y a guère d'autres moyens pour les webinaires. Alors Patrick, comment est-ce que vous avez procédé donc, parce que ça n'a déjà fait allusion à un de tes précédents ouvrages, publié lui aussi au Cocan sur les Gilets jaunes, qui a eu d'ailleurs un succès remarqué en librairie et qui, par rapport à beaucoup d'autres, contenait, si je veux dire les choses brièvement, assez peu d'idéologie et beaucoup de documentation originale, si je peux le caractériser ainsi. Et, alors, est-ce que vous avez repris la même approche? Complètement, c'est-à-dire que, enfin, pour moi, c'est un cycle qui a été ouvert par Nuit debout, et ensuite les Gilets jaunes, et ensuite ce livre sur le soulèvement, enfin sur le Irak algérien. Alors évidemment, les trois situations sont complètement différentes. Moi, j'étais un des acteurs de la place de la République en tant qu'animateur de la commission écologie de Nuit debout, donc je pouvais recevoir tous les documents en direct qui sortaient de la place. Je n'avais pas seulement besoin d'aller sur Internet et autres, même si j'y étais. Et finalement, c'était relativement facile. Sur les Gilets jaunes, c'était déjà plus compliqué parce que c'est le premier livre qui est sorti sur les Gilets jaunes de la même façon, avec les documents des 2 premiers mois. Et là, je ne pouvais pas me rendre sur tous les ronds-points de France. Et donc, j'ai travaillé essentiellement à partir de l'immense masse qui existait sur Internet, parce que les Gilets jaunes s'étaient organisés autour de groupes Facebook. Donc, on trouvait, et il fallait là faire un véritable travail de sélection de textes. Sur l'Algérie, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, finalement, d'abord, il y a une grande tradition orale en Algérie. Je pense que Sanadja le confirmera. Et finalement, il y avait assez peu de textes, et souvent, c'était des textes quand même d'organisation, alors qui essayaient de se mettre ensemble sur des plateformes démocratiques. Alors, bon, mais on a quand même trouvé pas mal de textes, par exemple d'étudiants, de femmes, d'artistes. On a mis les chansons, les poèmes, etc., etc. Et donc, ça fait un ensemble qui reflète ce qui est d'abord un mouvement pluraliste. Hein. Je pense que le Irak, c'est d'ailleurs un de ses problèmes, c'est-à-dire que c'est un mouvement horizontal, exactement comme les Gilets jaunes ou Nuit debout, et donc il n'y a pas une direction centralisée qui donnerait des orientations, etc., ou qui même serait en capacité de négocier quoi que ce soit avec le pouvoir. Donc il fallait refléter cette diversité, et on a essayé de le faire en montrant aussi comment les gens s'organisaient concrètement, s'auto-organisaient à travers ce qu'on a appelé les vendredis, hein, c'est-à-dire toutes les manifestations du vendredi, des mardis, c'est-à-dire les manifestations étudiantes, etc. Et bon, voilà. Et donc, montrer aussi comment les différentes couches sociales, c'est-à-dire les salariés, mais aussi les femmes, etc. Bon, les jeunes s'auto-organisaient même dans les communes et tout ça. Alors, pourquoi moi j'insiste sur cette méthodologie qui est imparfaite, hein, parce que
on ne peut pas prétendre représenter tout un mouvement. Bon, mais simplement, je pense que ces soulèvements, ces mouvements sociaux, ils ont besoin de s'inscrire dans la durée. Et pour s'inscrire dans la durée, ils ont besoin finalement de créer leur propre mémoire, quoi. Et en fait, moi, j'ai eu simplement cette idée parce que j'avais été frappé dès mes premières manifestations de lycéens, donc c'était en 68, hein, que finalement, il y avait une extraordinaire profusion de textes idéologiques sur mai 68, mais il y avait très peu finalement de documentation sur les événements eux-mêmes, sur la parole des ouvriers et des étudiants à ce moment-là. Et donc, après, je trouve que j'ai fait un peu que j'ai fait de l'histoire pendant mes études et tout ça. Et donc, pour moi, l'importance des textes et de ce que produit un mouvement est très, très important pour le comprendre. Et d'où cette idée de produire non pas des analyses d'un mouvement, parce que bon, je ne vois pas en quoi moi je pourrais le faire. Ça Nadja serait beaucoup plus apte à le faire, mais bon, voilà, mais que ça n'apporterait pas plus. Par contre, montrer la diversité d'un mouvement à partir des textes écrits par les différents acteurs de ce mouvement me semble quelque chose qui apporte quelque chose dans la durée, non seulement au mouvement algérien, mais aussi aux différents mouvements sociaux à l'échelle internationale, parce qu'y compris les Gilets jaunes peuvent se retrouver dans un tel livre, hein, simplement en lisant ce qu'ont produit ces textes, parce que finalement on retrouve un certain nombre d'éléments, hein, la demande de respect, la demande de dignité et le droit à décider. Et ça, c'est commun à tous ces mouvements sociaux aujourd'hui, et on le retrouve véritablement dans les textes, comme l'importance, par exemple, de la question aussi des femmes, évidemment, et tout un tas d'autres questions qui apparaissent beaucoup plus nettement finalement qu'à travers des analyses idéologiques dans ce que demandent les gens au quotidien dans les mouvements sociaux. Voilà. Bien. Alors que je vois pas je vous rappelle pour les questions pour intervenir. Mais après, on va relancer la discussion entre les animateurs. Mais donc, pour intervenir, là, c'est le plus simple, c'est questions-réponses en bas de votre écran. Alors, je précise que par rapport à ce qui vient d'être dit, que le livre, en fait, est partagé en une quinzaine de chapitres, hein. La structure étant celle décrite brièvement par Patrick et qui est toujours la même en quelque sorte, hein, c'est-à-dire d'abord un certain nombre de considérations, de description du contexte, par exemple si pour l'Irak féministe qui est un des chapitres, mais ça commence donc par un certain nombre de considérations sur la place du féminisme aujourd'hui et hier, hein, dans l'histoire algérienne. Et puis ensuite, cette première partie de chacune des parties, en quelque sorte, est complétée par des documents en nombre variable selon les différents thèmes étudiés. On passe ainsi en revue les stades, hein, parce que c'est important, les stades de football, même si Karim Benzema a choisi la France pour sa carrière internationale. Il y a les vendredis, là, qui est un néologisme qui a été inventé d'ailleurs par l'Irak, si j'ai bien compris. Il y a le Irak féministe, je viens de l'évoquer, société civile, société politique, mouvement ouvrier, hein, le Irak communal, hein, c'est peut-être intéressant que vous en disiez un mot de ça. Il y a aussi l'intervention des artistes, enfin tout ce qui tourne autour de la culture et des arts. Et puis il y a, bon, alors
Sanadja y a fait allusion. Il y a la diaspora qui vit l'Irak à sa manière. Alors, et puis il y a un chapitre qui est tout à fait intéressant pour ceux qui connaissent l'Algérie depuis longtemps et son histoire, c'est les grandes voix de la résistance qui se sont exprimées à propos du Irak. Alors, ça va de Mohamed Harbi, qui vit en France quand même depuis un certain nombre d'années maintenant, à des personnes connues, y compris, s'agissant de Harbi pour son combat dès l'indépendance. Alors là, je ne me trompe pas de chronologie, comme tout à l'heure, pour la biographie de Patrick, donc, et qui se sont exprimés et qui continuent à s'exprimer d'ailleurs à propos du Irak. Alors, vous voulez peut-être préciser un peu plus là, comment vous... Prenons un des chapitres, Sanadja, là, c'est un peu téléphoné ce que je veux dire, mais la question du féminisme, comment comment avez-vous conçu ce chapitre? En fait, ou celui de la diaspora, au choix, ou les deux. Les deux, en fait, la question du féminisme s'imposait parce que c'est la première fois depuis, moi j'étais dans les années 90, quand il y a octobre 88 et qui a permis aux associations féministes de s'organiser dans des associations, parce qu'avant, je le fais très court, je ne sais pas, c'est en Algérie, depuis l'indépendance jusqu'à 88, il y avait l'interdiction de s'organiser en dehors du FLN. Le mouvement des femmes devait être affilié à l'UNFA, l'Union nationale des femmes algériennes, l'UGTA des travailleurs, l'UNJA, etc. Et puis, on arrive le 5 octobre 88, qui est soldé par une ouverture démocratique, ce que nous on appelle en Algérie la récréation, parce que ça n'a pas duré longtemps malheureusement. Donc, octobre 88, le mouvement associatif, les organisations de masse comme je prends le jargon du FLN, donc se sont libérés, et naissance des associations féministes, et qui ont joué, même si elles n'étaient pas très représentatives de la société, mais elles ont existé en tout cas sur l'échiquier politique. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'on voit autant de femmes occuper l'espace public. C'est vraiment la première fois depuis l'indépendance. Des femmes de différentes classes sociales, des femmes en décolleté, les femmes voilées, avec des hommes barbus, des hommes... C'est quelque chose d'extraordinaire. On n'a jamais... Moi, j'ai fait octobre 88, j'ai fait Constantine 86, les manifs, il y en a eu beaucoup depuis l'indépendance, mais les femmes de cette façon aussi importante, c'est la première fois. C'est vraiment la première fois. Et d'ailleurs, hier, j'étais dans une réunion, Zoom, avec un camarade de RAGE, l'association RAGE, Rassemblement algérien de la jeunesse, qui disait, grâce à la présence des femmes, le pouvoir, en tout cas, n'osait pas passer à la violence très vite. Très vite, et il n'est pas passé pour le moment, il y a des arrestations, mais il n'a pas tiré sur les foules. Et nous pensons que la présence des femmes y est pour quelque chose. Donc, ce choix nous paraissait indispensable. Évidemment, moi, il y a beaucoup de gens qui me reprochaient de me dire « Oui, tu es féministe, tu connais l'histoire du féminisme ». Je le dis, donc l'occasion est là. Ce n'est pas un chapitre pour reprendre l'histoire du féminisme, parce que là, il en faut un livre. Voilà. Donc là, c'était montrer la présence des femmes qui est pas négligeable, qui est assez importante. Et même les féministes, c'est le premier corps qui s'est exprimé en tant que tel. Les travailleurs ne l'ont pas fait.
je ne sais pas quel autre corps, les jeunes ne l'ont pas fait en tant que tel, mais les femmes l'ont fait très vite. D'ailleurs, ça leur a été reproché, y compris par, je ne parle même pas des conservateurs qui ont essayé d'agresser certaines femmes dans les manifestations parce qu'elles avaient une pancarte égalité hommes-femmes, mais ça paraissait presque évident, mais même de la part de camarades ou de démocrates qui leur reprochaient de diviser le mouvement. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que leur présence a posé le cadre politique. Nous ne pouvons pas construire une démocratie, nous ne voulons pas chasser une dictature si on ne pose pas la question des femmes, des droits des femmes tels quels. Et pour Patrick et moi, c'est tellement une évidence que pour nous que la conception d'une démocratie ne se fait pas sans la moitié. Donc c'était la place du chapitre femmes, c'était une évidence. Bien. Alors il y a Patrick, j'ai vu que non, il y a une question. Vas-y, et puis après on passera à des questions qui viennent. Non, mais c'était ça que je dis. Moi, j'ai rien à ajouter à ce qu'a dit Sanadja, mais il y a des questions qui arrivent. Hein. Il y a une question au moins. Voilà. Non, mais oui. Alors, je ne sais pas si, d'ailleurs, j'avoue mon ignorance, est-ce que vous avez accès aux questions? Patrick et Sanadja, oui, vous avez accès aux questions là? Oui. Il faut que vous posiez QR. Donc, je peux poser pour les autres participants, donc Bachir Hadjadj, que certains d'entre vous connaissent peut-être, affirme, je dis affirme parce que c'est une affirmation, là, la particularité de cette période, c'est la faillite du mouvement ici du FLN. Alors, ça fera l'accord, mais ce qui est plus difficile, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, serait de disposer d'éléments qui nous permettent d'évaluer les chances de succès du Irak. Mais on peut peut-être élargir la question par une description aussi, disons, il y a quand même eu un changement dans l'Irak. Je veux dire, on a l'impression, en tout cas, c'est à vous de le confirmer ou pas, que le pouvoir, même s'il n'a pas... même s'il ne met pas les chars dans la rue, il est quand même beaucoup plus sévère. Et du coup, l'Irak, on peut avoir l'impression parfois qu'il s'essouffle un peu. Alors, comment vous situez par rapport à cette question du succès du Irak? Moi, je veux bien répondre. Il faut partir du principe que le Hirak, ce n'est pas un marathon, c'est une course de fond. Voilà. Donc ça, ceux qui pensaient que les 6 mois en chasse Bouteflika et tout de suite on va avoir le gouvernement provisoire de la révolution, se sont trompés. Nous, les politiques, on savait que ça n'allait pas être comme ça. Pourquoi ça n'allait pas être comme ça? Parce que le Hirak est arrivé à un moment où personne ne s'y attendait. Je défie qui que ce soit. Il y avait une crise, tout était là, mais le pouvoir Bouteflika, il a tellement verrouillé, il a verrouillé d'un côté, acheté et donné un peu, lâché un peu de la manne pétrolière de l'autre côté, qui s'est assuré les 20 ans, voire les 20 ans qui devaient venir, on était sûr qu'il allait les assurer. Sauf que l'histoire nous montre encore une fois que ce n'est pas aussi simple que ça. Et la preuve, le Hirak est arrivé au moment où on ne s'y attendait pas. Par contre, il est arrivé au moment où les partis sont affaiblis, où on n'a jamais eu un syndicat fort. On a eu quelques syndicats autonomes, mais il faut être honnête, il n'y a aucun syndicat autonome qui est très représentatif. J'ai envie de parler de l'équivalent de l'UGTT. Ça c'est inexistant. L'UGTT tunisienne, là, enfin, tout le monde aura compris. Et avec ça, les quelques centaines de milliers de morts des années 90, donc ça, les gens pour revenir et batailler pour avoir quelques centaines de milliers de morts, d'un côté, les gens ne voulaient pas. De l'autre côté, il y a une partie de la société qui disait nous, on ne va pas sortir, manifester, etc., pour avoir finalement les islamistes au pouvoir. Donc ça aussi, ça a été un frein pendant quelques années.
Et pour chapeauter le tout, il y a eu l'Irak, la Syrie, la Libye. Tout ça, ça a fait bloquer que les Algériens se disaient « Alhamdoulilah, on est bien, on mange et on boit ». Donc, du coup, le reste, on fait pas la mendicité comme les Syriens ou on est tué comme les Libyens ou complètement détruit comme les Irakiens. Et ça, le pouvoir, il en joue. Il en a joué et il en joue encore. Il en joue encore. Donc, tout ça arrivait à un moment où il y a un manque d'organisation et le Hirak arrive. Alors, beaucoup de jeunes qui font le Hirak, je parle d'Alger notamment, mais je suis d'une ville qui a été une des grandes villes de Hirak, c'est Borj Bouarari, c'est ma ville natale. Les gens, ils ont été aussi déçus de certains dirigeants politiques, pour ne pas citer les gens, je pense à Khalid Amsoudi, entre autres, mais pas que, Louisa Hannoun, mais Ben Younes et tout ça, qui étaient dans les partis d'opposition qui se sont retrouvés avec le pouvoir. Donc les gens sont très méfiants de cette expérience. Alors les chances du Hirak, est-ce qu'il a des chances? C'est évident qu'il a des chances parce que le Hirak aujourd'hui c'est une conception. Moi je suis très impliquée, donc je le vois quand je fais des réunions Zoom, etc. On a des gens de Ouargla, on a jamais depuis l'histoire de l'Algérie, chaque région n'avait pas de lien avec. Bon, évidemment, les réseaux sociaux, ça aide, et ça aide beaucoup même pour être en lien. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, les chances de Hirak, c'est que nous ne pouvons plus revenir à l'époque de l'Algérie avant le Hirak. Quelle forme ça va prendre? Quel temps? Ça, personne n'est capable de le savoir. Je ne sais pas, la personne qui a posé la question doit le savoir qu'aujourd'hui, il y a une répression féroce en Algérie. Ils arrêtent des étudiants les mardis avant qu'ils interdisent complètement les manifestations. Les mardis, il leur est arrivé d'arrêter des étudiants qui étaient dans les trains ou dans les bus pensant qu'ils allaient aux manifestations. Ils arrêtent là, je pense à mon ami Fatih Habriki, ils arrêtent des avocats, ils arrêtent des journalistes. Il y a un journaliste à Taman Rasset qui a été couvrir, il n'est même pas du Hirak, il couvre, parce qu'il y a certains journalistes qui ont pris, comme Drarni, qui ont pris la position d'être hirakistes. Mais son nom, il va me revenir, c'est un journaliste à Taman Rasset, il n'est même pas hirakiste, il couvrait, il est en prison depuis quelques mois. Donc il y a une répression féroce et ça va prendre du temps. Il y a encore des gens, par exemple, je pense à mes amis de Radio M, ou Maghreb Émergent, c'est la même équipe, qui sont menacés physiquement. Al-Qadhi Hassan, il a été arrêté, Drarni, il a été arrêté la veille des élections, et pourtant, il continue à faire des émissions, il continue à écrire, des universitaires continuent à s'organiser. D'ailleurs, il y a un front constitué d'universitaires notamment, mais pas que, qui s'appelle le Front populaire contre la répression. Ça continue et il faut croire que ça ne va pas être dans les 6 mois qui vont venir. Ça va prendre du temps, mais ça changera. Oui, tu veux ajouter quelque chose là? Oui, j'ai pas de commentaire particulier, mais quand même, il y a aussi, enfin, quand Son a déjà dit que c'est un mouvement, c'est un marathon et pas une course, je pense qu'y compris du point de vue de l'organisation démocratique, et le livre le montre relativement bien, les textes montrent qu'il y a besoin de temps aussi pour maturer un mouvement. C'est-à-dire de trouver des formes, y compris politiques et sociales, pour que le mouvement dans la durée passe de l'état de simplement mouvement horizontal à un mouvement plus politique. Et donc ça exige du temps. La deuxième réflexion que je fais, c'est que le pouvoir, lui, eh bien, il a toujours usé de la même tactique, c'est-à-dire essayer d'instrumentaliser
le mouvement pour son compte personnel. La première fois, il l'a fait pour régler ses comptes à l'intérieur de son clan, en mettant finalement les pro-Bouteflika dehors et pour faire qu'un autre clan arrive au pouvoir. Ensuite, dans un deuxième temps, il a essayé de diviser le mouvement au moment des élections présidentielles et en essayant d'intégrer un certain nombre de gens du Irak au soutien à une sorte de pacte, etc., mais qui n'a jamais vu le jour. Et puis là, en ce moment, c'est la troisième façon, comme on n'a pas réussi à le diviser, on essaye de le criminaliser frontalement, quoi. Peut-être qu'effectivement, ça ira jusqu'à tirer dedans, mais pour le moment, ils font tout pour éviter cela. Mais en tout cas, ces trois façons d'instrumentaliser le mouvement, jusqu'ici, ont toujours échoué sur l'unité et la non-violence et le fait que c'est un mouvement massif. Et ça, je pense que c'est très, très important, quoi, parce que ça montre qu'il peut gagner en conservant ses caractéristiques, mais il ne gagnera pas d'un coup. Il n'y aura pas de révolution du palais d'hiver ou je ne sais pas quoi. Ça prendra d'autres formes que personne, et surtout pas les irakistes aujourd'hui, ne peuvent connaître, quoi. Ouais. Alors, toujours sur le maniement de notre Zoom, là, il y en a qui lèvent la main. Enfin, électroniquement, ça ne sert à rien. Hein. On peut malheureusement pas. On a choisi le webinaire, on aurait peut-être dû faire autrement, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas intervenir autrement qu'en faisant soit Q&R, questions-réponses, soit converser. Hein. Ce sont les deux possibilités. Alors, une participante, la Francine Bavet, qui invite qui invite Sanalja à assister à des événements disons de nature politique au cours de l'été. Je lui transmets quand même le message et puis je le précise, hein, la question de la mémoire se pose aussi pour les relations intergénérationnelles. Sanalja a été l'animatrice de nombreuses manifs à Paris, donc nous avons la chance d'avoir une personnalité connue. J'apprécierais, dit Francine, qu'elle puisse venir aux rencontres d'été de PEPS. Alors, PEPS, c'est comme son nom l'indique, c'est quelque chose de costaud. C'est le mouvement de Patrick Farbiaz, là, c'est des écolos très à gauche, quoi, pour développer sa vision des relations féministes, écoféministes en Algérie et en France. Hein, donc, avec plaisir. Alors, il y a pas c'est la question intergénérationnelle qui lui est posée aussi. Ouais. Ouais. Alors, puisqu'elle elle participe au Irak des deux côtés de la Méditerranée, peut-être ce serait bien que vous précisiez aussi un peu comment ça se passe dans la communauté algérienne en France, enfin dans ce que vous appelez la diaspora dans votre livre. Ouais. La diaspora, en fait, c'est très vite a répandu. D'ailleurs, le dimanche qui a suivi, parce que l'appel n'est pas le 22 février, hein, pour rappel. Hein. Ça a été le 16 février à Kharrata, et pour ne pas dire de conneries, le 15 à Khanchla et le 17 à Paris. Voilà. Donc avant le 22 février, la communauté avait très vite répondu, même s'il y avait, comment on appelle ça, il y a eu des hésitations parce que quand on a appelé, il y a beaucoup de gens qui ont hésité en se disant si c'est les islamistes qui appellent, etc. Donc les gens allaient à reculant. Et très vite, le mouvement a pris en voyant des femmes dénudées, des jeunes, des moins jeunes, des barbus, des vieux, des jeunes. En une semaine, les manifestations de quelques centaines de personnes qui avaient l'habitude depuis quelques années, en une semaine, on a assisté à
quelques centaines de milliers, voire par la suite quelques millions de manifestants. C'est d'ailleurs la force de Hirak, c'est les quelques millions qui ont manifesté de Alger à Tamanrasset. Et donc, pour revenir à la diaspora, très vite, on a répondu. En plus, avec la chance de la diaspora, c'est très vite, ça avait un aspect politique. Enfin, une chance et malchance hein, en même temps, parce qu'on avait cette chance de pouvoir s'organiser, que ce n'était pas interdit, etc. En même temps, on avait la déformation, beaucoup de la diaspora, parce que c'est pas les beurs qui venaient, c'est pas les enfants de première ou deuxième, troisième G, très peu venaient, très peu. C'est vraiment les gens qui sont venus dans les années 90. Et donc, quand je disais l'inconvénient, c'est que ces personnes sont, autant en Algérie, la vie fait qu'on passe à autre chose, autant dans l'immigration, dans la diaspora, le débat des années 90, et pour le faire très court, entre parenthèses, les démocrates se sont divisés dans les années 90, notamment autour de l'arrêt du processus électoral en 92. Une partie des démocrates qui ont soutenu carrément l'armée pour mater les islamistes et une partie qui n'était pas d'accord. Et ça s'est accentué en 95 avec le contrat-drone qui a été appelé par Aïd Ahmed et qui a été, où il a rassemblé, enfin, réuni la porte-parole du PT, Louisa Hannoun, il a réuni des gens du FLN et des islamistes. Et ça, cette rupture, elle était et elle est sanglante, notamment dans l'immigration. Et du coup, on a un peu de mal donc, à faire enfin, comment dire, un peu, moi je vois toujours, je suis très influencée par mes amis tunisiens parce que j'étais très impliquée, où ils sont arrivés à un moment donné de faire un front commun, y compris de l'extrême gauche aux islamistes, ce que en France, les Algériens en France, on a beaucoup de mal parce que le débat des années 90 vient zapper cette dynamique. Et en plus, nous le constatons aujourd'hui depuis quelques mois. Moi, je pense que c'est une manœuvre du pouvoir de sortir. Il y a une association qui s'appelle, une ONG qui s'appelle la Rachad, qui regroupe les anciens du fils et des jeunes et beaucoup de jeunes de 20 ans, 22 ans, qui est une organisation qui ne regroupe pas des milliers de personnes, mais que le pouvoir utilise pour casser le Hirak, et il a réussi en partie. Oui. Bon, alors toi qui connais sans doute mieux la diaspora que la situation en Algérie, Patrick, Non, mais moi je confirme, j'ai été plusieurs fois place de la République et ce que dit Sanadja sur le type de gens qui manifestaient, qui étaient moins effectivement les jeunes des différentes générations qui sont nés en France, mais qui étaient plus des gens qui se sont exilés suite aux événements de 90. On le voyait physiquement et surtout on le voyait à travers les débats qui d'ailleurs ne remettaient pas souvent, par exemple, en cause la position du gouvernement français. Tout ça, c'était vraiment un débat complètement interne à l'Algérie, mais peut-être, comme le dit Sanadja, un peu décalé par rapport au mouvement du Irak là-bas, quoi. Par contre, juste un truc, là, je suis en train, bon, je ne sais pas vos positions politiques, mais moi, je les affiche hein, en France. Là, par exemple, je suis en train de mener une bataille et une campagne pour faire rentrer, nous faire rentrer dans le débat français. Et du coup, j'ai emmené la question des soutiens au Hirak.
Et il se trouve que la liste de Bayou, c'est les seuls qui ont, quand je dis Bayou, c'est-à-dire la France insoumise, des représentants du PS, comment j'ai oublié son nom, qui avait posé la question au Parlement, etc. Et du coup, j'essaye de faire rentrer pour dire que c'est parce que beaucoup de gens s'inquiètent enfin, ils essayent, genre, nous, l'Algérie, parce que la peur d'être accusé du parti de la France, elle est horrible. Le pouvoir y joue énormément. Et là, moi, j'essaie de ramener, pour revenir aux propos de Patrick qui disait qu'on voit qu'il ne remettent pas en question. Et j'ai expliqué que le Hirak, la révolution se fait en Algérie. Ben Ramdan, il a dit la priorité de l'intérieur sur l'extérieur, il n'avait pas tort. Et aujourd'hui, le Hirak se fait en Algérie. Nous sommes des soutiens actifs, effectivement. Quand ça retombe en Algérie, le fait que nous on maintient ici, ça redonne du punch et de l'envie là-bas. Mais notre aussi pouvoir, c'est de mettre pression sur le gouvernement français parce qu'il soutient ouvertement Tebboune, et il faut le dire, hein, Macron soutient ouvertement Tebboune, c'est même pas discrètement, quoi. Là, c'est ouvert. Et moi, je dis, Macron soutient Tebboune, la liste de Bayou soutient le Hirak, donc vous devez aller voter. Voilà. Et ça a pris parce que ça nous a permis d'avoir le débat, de rentrer dans le débat français. Oui, mais quelle liste Bayou? La liste du premier tour ou du deuxième tour? Non, je parle du deuxième tour. Ah oui. Non, je parle du deuxième tour, évidemment. Je parle du deuxième tour, c'est parce que les trois, en tout cas, têtes de liste, des représentants du PS et la France insoumise et les Verts se sont positionnés clairement pour le Hirak. Peut-être pas le PS en tant que tel, mais en tout cas, des représentants des élus du PS, ils ont pris position pour le Hirak, ce qui n'est pas le cas ni de la droite, ni de la République en marche, encore moins le Front National, et ça ne nous intéresse pas du tout qu'ils nous soutiennent. Et je dois dire que même si c'est pas toujours ma tasse de thé, mais Julien Bayou est très impliqué dans cette histoire parce que il est le fils d'une porteuse de valises qui a été emprisonnée pendant la guerre d'Algérie, et je pense qu'il est extrêmement sensible à ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, quoi. Voilà. Bon, mais je vois pas d'autres interventions. Alors, je sais pas trop. Ça fait 1 heure qu'on est là. Hein, on n'est pas obligé de durer. S'il n'y a pas de réaction, là, moi je crois qu'on a fait enfin, on a fait un tour grâce à Sanadja et à Patrick aussi, un tour assez complet des différents thèmes qui sont abordés. Hein, j'ai dit qu'il y en avait 12 dans le livre, on a plutôt parlé de 2, donc il y a de quoi vous procurer le livre. Hein, il va être en... Sanadja voudrait ajouter quelque chose quand même. Oui. Ouais. Vas-y. J'ai envie de rajouter quelque chose. Ah non, mais justement, j'attends. Voilà, j'ai envie de dire que l'Algérie, c'est la porte d'Aix, c'est la porte de Marseille. C'est pas la porte d'Aix, mais c'est la porte de Marseille. Et on ne peut pas rester silencieux par rapport à la répression qui se passe aujourd'hui en Algérie. Donc, tout militant qui se dit militant digne de ce nom, défendant les droits humains, mais pas, et les droits des travailleurs, les droits des syndicalistes, doit se positionner. C'est pour ça que je pense que des syndicats comme la FSU doivent se positionner, parce qu'il y a des enseignants qui sont en train de se faire arrêter, il y a des avocats qui se font arrêter, et s'il y a un pays, j'ai envie de dire, le plus proche de l'Algérie, c'est la France. Et j'appelle à la solidarité internationale de renouer avec ça. On a l'impression que depuis quelques années, c'est vraiment, on rame
à mobiliser, alors que même pour l'Algérie, dans les années 94-95, les manifestations qu'on faisait, c'était des centaines de milliers qui étaient à 70% de Français. Aujourd'hui, il y a 7%, et je suis généreuse, il y a 3% de Français qui viennent aux manifestations de solidarité avec l'Algérie. Donc, il est important de ne pas laisser un peuple en train de se... Je ne parlerai pas du génocide comme certains le disent, loin de là, mais qui est en train de subir le moment répressif le plus noir de l'histoire de l'Algérie. Oui, Patrick, tu voulais... Non, moi, j'ai rien à ajouter. Je pense que, effectivement, le livre parle de répression, notamment dans les 3-4 pages qu'on a ajoutées et qui commencent le livre pour l'actualiser, quoi. Hein. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'aspect principal qu'on a voulu montrer. Donc, Sanadja a raison de faire cet appel à la solidarité parce que le livre, comme d'ailleurs les Gilets jaunes ou Nuit debout, veut d'abord montrer l'espérance qu'il y a dans ces mouvements sociaux à travers les formes d'auto-organisation qu'elles génèrent, à travers finalement les bifurcations que le mouvement social fait prendre à chaque fois à une société. Mais je pense que, évidemment, comme tout mouvement social, on est dans il y a des phases plus dures ou autres. Et là, en ce moment, on est dans une phase répressive et qu'effectivement, il faut en appeler à la solidarité internationale. Et c'est vrai que dans le mouvement social français, on a de plus en plus négligé depuis des décennies. D'ailleurs, cette question qui était au centre de nos préoccupations quand on se mobilisait pour le Vietnam ou la Palestine, même si pour la Palestine, on continue à se mobiliser un peu, mais c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans les années 70 et qu'il y a un besoin de reconstruire cette solidarité. Je pense que la question algérienne, qui a toujours été une question centrale depuis au moins 60 ou 70 ans en France, mériterait qu'effectivement, aujourd'hui, il y ait un mouvement de soutien qui se lève, quoi. Oui, alors Gilles Manson pose la question de la représentation, enfin, en général, la question de la représentation dans le Irak. Bon, jusqu'ici, apparemment, il n'y a pas de désignation de représentants. Enfin, certains tentent d'y arriver, quoi. Hein. Alors, où est-ce qu'on en est? Et il pose notamment la question de Nida 22, qui me permet d'ailleurs de préciser que si le livre reprend en gros l'édition algérienne, il a quand même été revu, enfin, il a quand même été augmenté en fonction de actualisé en quelque sorte, parce que l'actualité va très vite. Hein, le précédent est de janvier-février, quoi. Donc 3 mois après, il a fallu quand même l'actualiser un peu. Et notamment, une des actualisations porte sur la publication de documents issus de NIDA 22. Mais sur cette question de la représentation, où est-ce que ça en est aujourd'hui et quelles sont les tensions qu'il y a à ce propos-là au sein du mouvement? Je pense que sur la représentation, au départ, c'était un choix de la rue de ne pas avoir de représentants. Ce que j'expliquais au début de mon intervention, beaucoup ont été échaudés par rapport à certains qui étaient dans l'opposition, qui se retrouvaient dans le gouvernement ou dans les salons de Bouteflika. Donc, il y a une vraie méfiance, il y a une vraie méfiance par rapport à ça. Ça a commencé à se décompter parce que les gens ne se connaissent pas aussi. Hein. Pendant des années, on n'a pas fait de politique. Les gens ne se connaissaient pas. Les gens, par exemple, ici, on aime ou on n'aime pas le représentant de la CGT. Les gens connaissent sa figure. En Algérie, on ne connaît pas parce que tous les gens, les militants, n'ont pas le droit
ni aux médias, ni rien du tout. Donc, du coup, ils ne sont pas connus. Ce que je disais tout à l'heure, les partis étant laminés, les syndicats étant absents. Donc, il n'y a pas une vraie représentativité de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. On a commencé à le faire par la société civile, avec toutes les limites de la société civile, hein, parce que la société civile, vous le savez, je pense que Gilles le sait, c'est une association qui a un nom depuis 15 ans et qui reçoit une subvention, et encore, des petits regroupements par-ci qui se disputent en quatre, 40 personnes se disputent en quatre. C'est un peu la réalité je suis au Forum social mondial et je connais cette histoire, c'est pas propre à l'Algérie. Donc, du coup, il y a un vrai problème de confiance et de représentation. Alors, on a commencé à se réunir autour de NIDA 22, avec tout le monde n'est pas dans NIDA 22, il faut le préciser. NIDA 22 regroupe notamment l'Algérois et la diaspora. Très peu de gens de l'Est, très peu. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Plutôt un courant démocratique, j'ai envie de dire social-démocratique. Il n'y a pas, par exemple, il y a eu un refus d'accepter notamment les gens de Rachel. Il y a eu un refus d'accepter les partis politiques. Donc, il y a eu déjà au démarrage, moi je suis dedans, donc je peux en parler, ce n'est pas pour dire du mal, mais la forme d'organisation est très, 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 très difficile. Et en plus, donc, avec ça, arrive, donc, on devait faire en mars de l'année dernière, donc autour du 22 février, une année après le Hirak, on avait les amis, les camarades ont réservé la salle Hacha qui a été interdite pour faire un grand rassemblement qui déboucherait sur des assises du Hirak, etc. Qui a été interdite et Tebboune, il avait de la chance. Le corona, ce n'est pas les Chinois qui l'ont envoyé, on a l'impression que c'est Tebboune qui l'a envoyé. Très vite, tout a été interdit au nom de la répression, le confinement politique, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu vraiment de confinement en Algérie, il y a eu plutôt un confinement politique, et pendant une année, c'était en stand-by. Il y a eu beaucoup de réunions par les Zoom, par les organisations de Zoom. Moi, je fais partie d'une ancienne génération. C'est important les Zooms, mais c'est pas, on ne peut pas faire la révolution par le Zoom. Donc, c'est clair. Aujourd'hui, quand il y a eu les 2 ans du Hirak, on ne s'attendait pas qu'il y ait autant de monde dans les rues d'Alger. Parce qu'en Kabylie, ça n'a jamais arrêté. Mais dans les rues d'Alger, on ne s'attendait pas. Et malheureusement, en plus du confinement politique, en plus de la Covid, il y a eu la période de la répression féroce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on est éloigné sur le débat du Hirak, de comment s'organiser, et on est pris dans le quotidien. Tout le monde est pris par l'organisation autour de dénoncer la répression. Alors, M. Hadjadj pose dans le même ordre d'idée la question du mouvement Rachad, qui a été déclaré illégal par le gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous en savez? Il dit exactement, est-ce que le fait que le pouvoir l'ait déclaré illégal ne va pas lui donner plus de force? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, pour la simple raison que les islamistes, ils ont réellement… le fils ne fera jamais le score qu'il a fait en 91. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Même si… Non, mais pour que tout le monde comprenne le rapport entre Rachad et le fils. Oui, parce que Rachad est constitué d'anciens du fils, notamment Morad Dhina, qui est à Genève. Donc, mais pas que. Zaitot, c'est un ancien… le deuxième, c'est 2 têtes importantes de Rachad, c'est Zaitot et Morad Dhina. Zaitot, il est à Londres et Zaitot, c'est un ancien… comment on appelle, diplomate qui était en Libye, hein. Donc il était plutôt du côté du pouvoir. Donc c'est ça, il y a beaucoup le lien est là par rapport au fils.
donc, pour revenir à mon idée, ils ne feront jamais le score qu'ils ont fait en 91, 92. C'est inimaginable. Ils ont gagné, par contre, la bataille idéologique, hein, mais ça, c'était la société déjà conservatrice. Et c'est clair que j'ai envie de dire, en Algérie, moi je me rappelle, c'était les vieux qui se levaient à l'appel de la prière. Aujourd'hui, il n'y a que moi qui reste attablé. Quand il y a l'appel à la prière, tout le monde fait la prière. Donc il y a une vraie enfin, religiosité, pratique religieuse, etc. Mais par contre, pour que les islamistes gagnent du terrain comme les années 90, c'est impossible. Est-ce que Rached, le fait qu'il soit... il n'y a pas que Rached, il y a le MAC aussi, hein, c'est le mouvement autonomiste kabyle pour l'autonomie qui est par Farhad, qui est pour l'indépendance de la Kabylie, qui est aussi visé par le pouvoir en déclarant ces deux organisations terroristes. D'ailleurs, même la crainte, moi j'ai presque envie de dire, je crains plus du côté du MAC qu'en Kabylie, le fait qu'il soit isolé et qu'il ne soit pas soutenu par les autres régions, que les gens vont suivre le MAC, que les gens vont suivre Rached. Ça, je n'ai pas de peur par rapport à ça, je n'ai pas de crainte. D'autant plus que Rached, ils sont beaucoup à l'étranger. Hein. En Algérie, ce n'est pas des centaines de milliers, hein. C'est quelques dizaines, quoi, qui sont d'ailleurs, beaucoup sont en prison aujourd'hui. Bien, donc réponse complète, tu veux? Non? Non, c'est pas ton. Enfin, je veux dire, là, il faut vraiment être dans le mouvement. Et en Algérie, là, pour pouvoir suivre, là. Alors, bon, mais j'ai. Par contre, par contre, le pouvoir joue à fond la carte des islamistes pour diviser le mouvement de l'Hirak. Hein. Il joue à fond. D'ailleurs, précisez ça un peu là. Pardon? Il fait comment là pour jouer à fond la carte? En disant, par exemple, dans les slogans qu'il y a dans les rues d'Alger, Mukhabarat Irhabiya, c'est-à-dire en parlant de la police politique algérienne, les slogans dans la rue disent c'est eux qui sont terroristes. Voilà. Donc, du coup, très vite, ils disent que les slogans des manifs de le Hirak 2, parce que le Hirak 1, il y a la pause, et il y a le Hirak 2. Le Hirak 2, ils disent que les slogans sont fabriqués à Londres, en faisant allusion à Zaytoun. Ce qui n'est pas impossible, et ils ont raison de faire de la politique, hein, de toutes les façons. Le seul truc, c'est que beaucoup de nanas modernistes, etc., beaucoup de femmes notamment, ne sont pas revenues au Hirak, en disant effectivement ce qui a été joué dans les années 90, ils ont choisi la peste au choléra, ou je ne sais pas qui c'est qui est la peste, qui est le choléra, mais en tout cas, ils ne voulaient plus suivre le Hirak en disant si c'est pour le donner aux islamistes, alors que c'est faux, c'est archi faux, c'est archi faux. Les islamistes en tant que force politique sont très, très, très affaiblis. Après que ce soit les conservateurs, j'ai envie de dire, même les militants de l'RCD et le FFS, sur la question démocratique, sur la question des femmes, et l'extrême gauche et tout ça, sont pas... c'est pas des révolutionnaires quant aux questions des droits des femmes, hein, même si tous ces partis, que ce soit le RCD, le FFS, le PT, le PST, l'UCP, c'est un nouveau parti parce qu'on n'a pas le temps de parler des nouveaux partis qui sont sortis depuis quelques 2-3 années. À leur tête, une dame qui s'appelle Zoubida Assoul. C'est des sociaux-libéraux démocrates, quelque chose comme ça. Et tous ces gens revendiquent l'abrogation du code de la famille, mais le jour où les femmes se sont fait agresser parce qu'ils ont fait le carré femme avec des pancartes égalité homme-femme,
à part le PST, à ma connaissance, qui a pris position pour ces femmes-là, tous les autres ont dit c'est pas le moment. Et le mouvement syndical, là, vous avez parlé tout à l'heure des syndicats autonomes qui sont apparus en Algérie, ça fait un moment maintenant déjà, hein, ça fait bien une trentaine Oui, il y a d'années, le avant SNAP, les ouais. noirs, dans les années 80, mais l'UGTA reste toujours là, tout de même, non? Et comment ça, quels sont les rapports, alors, et quels sont leurs rapports au Irak, les Alors, rapports du l'UGTA n'ont pas pris position avec le Haram. Des militants de base ont pris position. Des militants de base. Mais la direction, d'ailleurs, c'est des Saïd, il a pris position avec le pouvoir. Il a toujours été avec le pouvoir, hein, c'est des Saïd, donc qui n'est plus. Hein. Mais l'UGTA en tant que tel n'a pas pris position avec le Harak. Des militants de base ont pris. D'ailleurs, il y a eu des manifestations au mois de mars-avril 2019 devant le siège de l'UGTA pour manifester, pour dire rendez l'UGTA aux travailleurs, un truc comme ça. Donc, dans le livre, on met des textes là-dessus, justement, ouais. sur la révolte qui s'est jouée dans les 2-3 premiers mois du Irak à l'intérieur de l'UGTA. Tout à fait. Donc après, aujourd'hui, le mouvement syndicaliste en Algérie est très, très, très affaibli. Quoi. C'est pas très faible. Affaibli, ça voudrait dire. Historiquement, oui, on est il n'a d'accord. jamais été très fort, quoi, sauf, il n'a jamais été. sauf le syndicat officiel, mais on sait que la force des syndicats officiels, c'est pas vraiment une force syndicale. Quoi. Ouais, d'accord. Complètement. Et pour rappel, le syndicat officiel, à l'arrêt du processus électoral et même avant, était du côté de l'armée. Ils sont rentrés dans ce qu'on appelle le comité national, le CNT, pour la sauvegarde de l'Algérie, un truc comme ça. L'UGTA était parmi ceux-là, quoi, pour l'arrêt du processus électoral. Mais puisque vous n'hésitez pas à parler politique, et c'est bien, et que deviennent des mouvements qui ont existé il y a un certain temps, mais dont les anciens sont toujours là, comme les anciens du Pax, par exemple. Est-ce que ça existe toujours? Et puis, enfin, est-ce qu'ils restent actifs? Et dans ce cas-là, quelle est leur position par rapport au Irak? On Alors, sait le Pax n'existe plus. Le Pax en tant que tel n'existe plus. Oui, non, mais ça, d'accord. Donc, il s'est même divisé parce que Hadjaras a été sur une autre position que celle de la direction. Bon, on ne va pas faire l'histoire du. Mais Hadjaras, justement, il dit quoi par rapport à Hadjaras, il a fait de très, très bons textes sur le Hirak. Ouais. Non, très, très bon. Hein, très, analyse très fine, d'ailleurs, de son lit d'hôpital. Il a fait un texte qui est magnifique. Ce qui reste du PAX, parce qu'il y a le PADS, qui sont des vieux qui sont plus à la fête de l'humanité depuis qu'il n'y a plus la fête de l'humanité, je pense je ne sais pas s'il va exister. Mais ce qui reste, c'est le MDS de, comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom parce qu'il a été arrêté plusieurs fois. Bon, c'est le porte-parole du MDS qui sont très, très impliqués dans le Hirak, qui sont impliqués dans le comité national. Le MDS, ça veut dire quoi? Mouvement démocratique et social. J'ai oublié parce que je ne connais que lui. Oui, non. Bon, et donc ils sont très, très impliqués et le local du MDS, il se trouve qu'il est bien situé, il est à Télémli, qui est un très, très grand local, a servi à beaucoup, beaucoup de réunions du Hirak. Et donc aujourd'hui, ils font partie du PAD, donc du regroupement qui regroupe le PST, le PT, le MDS, le RCD, le FFS et l'UCP, donc le parti de Zoubida Assoul, et qui sont menacés d'interdiction comme tous les partis politiques. Et notamment le PST, qui est en fait le parti frère du NPA ici et qui a un rôle quand même
important historiquement, hein, dans les mouvements sociaux en Algérie, et qui là est menacé de dissolution par le pouvoir. Parce qu'en fait, le PST, il est très fort à Béjaïa, une des régions qui résistent aujourd'hui. Et du coup, ils sont réellement menacés d'interdiction. Enfin, ils ont eu c'est pas encore réglé. Ils risquent d'être interdits. Tout à l'heure a été posée la question là, par Gilles là, de la désignation des représentants. Mais à l'inverse, est-ce qu'on peut parler de tentatives de récupération politique par des forces existantes? Et est-ce que c'est un problème? Non, 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 pas du tout. Pas non, du tout. Non, pas du tout. Ils sont Ça trop serait faibles. bien, mais pas du tout. Non, non. Non, ils n'ont pas les forces de le faire, déjà. C'est ça. Bah oui, ils n'ont pas les forces de le faire. Après, pour moi, je pense qu'il faut être attentif par rapport à ce qui se passe en Algérie, parce qu'il va y avoir une grosse crise sociale, très, très, très grosse crise sociale. La manne pétrolière, elle est en train de se vider. Et ce qui pouvait maintenir un pouvoir dictatorial comme celui de Bouteflika et même après, risque de plus avoir ses atouts. Et donc, il peut y avoir, j'ose espérer qu'il y aura jamais, l'Algérie ne sera jamais la Libye ni l'Irak, mais on risque de pas y être, on risque de pas être loin de ça, quoi. On risque de pas être loin de ça, ce qui peut peut-être sauver justement le fait qu'on ne sera jamais la Libye ou l'Irak, c'est justement que le Hirak se maintienne. Bon, mais je ne vois pas apparaître d'autres questions, non? Le, cette, non, comment on dit, ce webinaire a été enregistré, mais ça, vous le savez, et on le publiera sur notre chaîne YouTube, donc, et puis on le diffusera à qui voudra, l'écouter. Donc, j'en profite quand même parce que le public sera sans doute un peu plus large là sur YouTube qu'il n'est ce soir. Donc, pour dire que les éditions du CROCOM, on a été heureux de publier ça, mais j'ai déjà dit que sur l'Irak, on publie autre chose. Mais de façon plus générale, on s'intéresse beaucoup à la question algérienne, enfin, à ce qui se passe en Algérie, ou, autre volet, on peut dire que ceux qui écrivent sur l'Algérie s'adressent volontiers au CROCOM pour publier leurs livres. Alors, je vous signale à ce propos-là un livre d'un chercheur qui s'appelle Ali Genoun sur la question kabyle dans le nationalisme algérien. C'est un gros volume, mais qui fait alors préfacé ou postfacé par Mohamed Harbi, donc il a tout pour plaire. On a aussi sur des événements plus ponctuels comme la journée du 2 août 1936 à Alger, publié La Terre, l'Étoile et le couteau de Christian Féline, qui est parmi les participants. Et puis un autre événement qui s'est produit en Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été le premier débarquement allié. Hein, ça devait être en novembre 1942, là, qui a permis qui a permis de porter un coup très dur à l'Allemagne nazie à partir de l'Afrique du Nord. Hein, donc, ça fait l'objet d'une autre publication. Je dis ça pour vous donner un aperçu de notre catalogue. Alors, je remercie donc Sanadja et Patrick, et j'espère que vous aurez beaucoup d'occasions de débattre. Hein. Je crois qu'il y a plusieurs événements déjà qui sont prévus, mais il y en aura un au PEPS au moins. Parce que même si on vous parle du féminisme, vous pouvez toujours parler de votre livre. Et puis, je rappelle qu'il sera il sera pas en librairie tout de suite, parce que c'est toujours un peu long, mais il sera disponible en librairie au mois d'août. Et il est disponible dès maintenant sur le site des éditions du Croquant ou dans des ventes militantes que Sanadja
ont d'ores et déjà commencé. Ouais, il a été présent au film du Maghreb, et puis là, il va être présent demain à la rencontre internationale de la 6e Assemblée des Assemblées, qui est organisée par l'ADA, donc à la parole errante à Montreuil. Et je pense qu'avec Sanadja, on va revenir maintenant les dimanches sur la place de la République pour le vendre. La diaspora algérienne, justement. Ouais. Oui, mais il n'intéresse pas que la diaspora algérienne. Hein. Ah non, pas du tout. Et pas du tout. Là, et d'ailleurs, c'est important de le dire, c'est aussi destiné vraiment à un public français ou francophone, parce que c'est des questions qui se posent pour le mouvement social. Hein. Moi, je fais vraiment le parallèle entre ce mouvement et le mouvement des Gilets jaunes, ou le mouvement qui a abouti d'ailleurs au changement de la constitution chilienne, ou le mouvement équatorien, ou le mouvement au Soudan. Enfin, il y a aujourd'hui ces mouvements citoyens pour la dignité, le respect et le droit à décider sont partout dans le monde, mais le Hirak, je pense, a une place spéciale parce que c'est encore une fois, c'est le plus massif et le plus long dans la durée. Et ça, c'est vraiment nouveau à noter par rapport à tous les autres. Les Gilets jaunes ont duré longtemps et continuent d'une certaine manière à inspirer le mouvement populaire en France. Mais le Hirak, c'est des centaines de milliers de personnes qui, depuis 2 ans, manifestent, quoi, hein, même si en ce moment, il y a une pause, quoi, due à la répression. Mais on voit bien qu'il a recommencé juste après le Covid en février, avec des centaines de milliers de personnes dans la rue, et que je dirais qu'il peut recommencer à n'importe quel moment, quoi. Bien. Bien, pas d'autres réactions, donc... Je pense juste pour... Oui, vas-y. Un slogan qui me gêne en tant que militante anticolonialiste, mais qui en dit long, c'est dans les slogans qui reviennent le plus, c'est Istiqlal, Istiqlal, indépendance, indépendance. Évidemment, moi qui ai perdu un frangin qui avait 19 ans et que mon père qui a fait 1 année de prison le 8 mai 45, ça me gêne un peu de comparer, mais pour beaucoup, en fait, on a sorti physiquement la France pour être remplacé par une autre colonisation, quoi. Et c'est repris partout en Algérie. Moi, j'ai du mal à me faire entendre en disant arrêtez, il ne faut pas comparaître il n'y a pas pire que la colonisation, mais c'est un mot d'ordre qui est repris. C'est le mot d'ordre qui est repris avec Doula Madania, état civil, pas militaire. C'est les 2 mots d'ordre qui reviennent depuis mars 2019, quoi. C'est aussi pour ça qu'on a appelé le livre La Seconde Révolution, parce que la première a eu lieu effectivement au moment de l'indépendance, et aujourd'hui c'est la seconde. Et donc c'est effectivement une revendication d'indépendance par rapport à l'État, en tout cas. Oui, tout à fait. Ça pourrait être l'indépendance aussi du mouvement, non, par rapport au... Mais ça, c'est peut-être un concept franco-français, l'indépendance du mouvement par rapport aux partis politiques. Oui, non, c'est pas ça. Ça ne joue pas comme ça, oui. Du citoyen, non, enfin. Je suis d'accord. Ça ne se joue pas comme ça. Ça ne se joue pas de la même façon. Mais c'est aussi l'indépendance par rapport à un État qui finalement enfin, il faut se rappeler que l'armée algérienne avait été constituée à partir de cadres qui avaient été formés par l'État colonial. Hein. Je dirais Boumedienne, etc. C'était des gens qui avaient été formés par l'armée française. Et donc, il y a aussi ça dans la mémoire, je pense, du peuple, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ça revient beaucoup. On s'arrête là? Oui. Alors, merci beaucoup et, merci à toi. Et bonne continuation. Et puis, il y a des élections dimanche. Moi, voilà, donc moi j'appelle à ceux qui soutiennent le Hirak, c'est la liste de Bayrou, alors. Bien. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Merci.